I know why they hating on me, so I switch spots. Never running out of fuel, so fuck a pit stop. I've been ballin' since a youngin', so I take shots. She just wanna fuck me cause she know I get guac. I hit the jackpot, you a mascot. I want big rocks on my wristwatch. I know why they hating on me, so I switch spots. Never running out of fuel, so fuck a... Les amis, le temps que j'arrive à joindre notre ami qui va nous rejoindre aujourd'hui, je suis en direct du Lidl de Bretigny. Mais ça, c'est des vraies infos. Ah, on y est. Est-ce que tu m'entends ? Salut, je t'entends très bien. Ah, parfait. Nous aussi, dis-nous dans le chat si... Toi, tu vois. Moi, je t'entends. On va demander aux autres dans le chat s'ils nous entendent. Parfait. Je vais pouvoir faire ce setup d'enfer. Alors, attends. Tac, 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 tac. Il est où ? Est-ce que c'est ça ? Peut-être passer... Voilà, parfait. Incroyable, ça marche. Voilà. Messieurs, dames. Ou messieurs, peu importe. Je vous présente monsieur, dis-moi si je me trompe dans la prononciation. Ah, on nous entend dans le chat, parfait. Je suis un gars qui démonte tout le temps les prénoms, etc. Donc n'hésite pas, blague pourrie, putain, là, ça sort des blagues pourries dans le chat. Donc on a monsieur Cronier Titouan. Alors pour info, je t'ai entendu dans un space. Enfin, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. En tout cas, dans un salon vocal de 50 nuances de NBA. Donc tu parlais de la future draft, la NCAA, etc. Et comme moi j'ai un niveau exécrable à NCAA, je me suis dit ce serait cool d'avoir quand même la présence de spécialistes vu la loterie de malades qui vient d'avoir lieu la nuit dernière. Donc, ou la nuit d'avant, peu importe. Du coup je me suis dit ce serait cool, donc je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait très 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 plaisir. Mais de rien, merci pour l'invitation. Mais y a pas de souci. Du coup, je vais te présenter rapidement, tu me dis si je dis des bêtises. Du coup, tu es, donc tu t'appelles Cronier Titouan, tu es scout NCAA, spécialiste draft, tu es chez Café Crème Sport, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Tu es aussi SEM pour Celtics Fra, donc du coup on a un fan des Celtics, les amis, en direct, voilà, tu sais bien, on fait une connexion Orlando-Boston, c'est pas mal. Je vous laisse deviner laquelle des deux équipes par le mieux équipé pour la saison prochaine, voilà. Spoiler, c'est pas nous. C'est le lien Evan Fournier, ça. Exactement, putain, j'avais pas fait la remarque, mais exactement, tu as raison. Et tu as aussi un podcast qui s'appelle The Green Room, si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à ce propos ? Alors c'est un podcast que j'ai créé cette année. En fait, je suis la NCAA depuis... alors je suivais de loin depuis 4-5 saisons et ça fait 2 saisons où vraiment je regarde les matchs assidûment, je scoute vraiment tous les jours pour faire des big boards et préparer une draft. Et donc cette saison-là, depuis le mois de janvier, j'ai créé un podcast qui s'appelle The Green Room où on aborde des prospects qui peuvent intéresser les Celtics. En fait, c'est basé sur les Celtics. Donc en fait, à la base, en gros, j'ai créé ça en réfléchissant, en me disant on a tel choix de draft. Avec ce choix de draft-là, quel genre de joueur on peut attirer. Donc par exemple, dans le podcast, je ne vais pas parler de Kate Cunningham ou Evan Mobley, par exemple. Ok, ouais, logique, ouais. Bon, entre-temps, il s'avère qu'on a perdu notre... C'est vrai, c'est vrai. Ça c'est les risques de la NBA, de toute façon. Mais voilà, donc du coup, c'est un podcast qui aborde... en gros, on fait des scouting reports. J'invite des gens, souvent d'envergure, depuis basket, de Café Crème Sport, enfin voilà, des fans de NCAA. Et on discute autour de joueurs qui pourraient intéresser les Celtics à la draft. Donc après, on a fait une bonne trentaine de joueurs maintenant. En gros, c'est un pod qui sort tous les mois. Ok. Donc le dernier est sorti au mois de mai. Donc tous les mois, on a eu un podcast. On a abordé une trentaine de joueurs. Donc il y a forcément des joueurs qui peuvent vous intéresser ou qui peuvent intéresser en fait n'importe quelle équipe. N'importe quelle équipe qui a des choix de draft entre, on va dire, entre 12 et 30. Ok, d'accord. Donc pas trop concentré, plus sur le top 10 entre guillemets. Non, ça nous concernait pas. Après, oui. Au vu de la saison, je pense qu'on n'était pas loin pendant un moment du top 10, vu ce qu'on a fait. Pas grand-chose, ouais. C'est plus pour du milieu, fin de premier tour. Ok, d'accord. Eh ben, cool. Les amis, je vous invite à vous abonner. Je mettrai tout à l'heure les liens dans le chat, donc aux réseaux sociaux de monsieur Titouan. De Celtic Fra, bon ça après ça c'est la commu, n'hésitez pas à y aller, ça commence dans le chat, à toi de faire The Blue Room, oui bien sûr. Putain, nous on va parler que des top 5, mais on n'aura jamais le top 5, vu comme ça part à chaque fois, c'est n'importe quoi. Mais on va y venir tout de suite, on va parler du coup de cette loterie qui a eu lieu, je sais même plus dans le temps, c'était hier, du coup j'ai fait live, donc la nuit d'avant.
Donc, attends, on va switcher le truc si je suis un bon ou pas. Pif, paf, pouf, pouf. Est-ce que ça, on est bon? Il y a ma gueule, mais je veux pas qu'il y ait ma gueule. Ah bon, on va rester comme ça, c'est pas grave. Tant pis, si on l'a pas, je vais m'en mettre sur le truc. Du coup, en termes de... on va y arriver. De loterie, le top 10, on va le rappeler. En 10e, les Pelicans. En 9e, les Kings. En 8e, Orlando, du coup, qui conserve le choix qu'on a récupéré dans l'échange de Vucevic des Bulls. En 7e, Golden State. Ça aussi, c'était le vote, c'était celui-là, du coup? Non, c'était Minnesota. Non, nous, c'était le pick 14 de Golden State. 16 de OKC, nous, qu'on a donné. Ok, c'est celui-là. Okay. Ouais, bah, du coup, en parlant d'OKC qui, eux, on va dire, ont fait une énorme chute dans cette loterie, qui sont descendus 6e, du coup. En 5e, Orlando, qui, bah, du coup, aurait pu prétendre à 14% de chance au first pick, je crois, à 50% au top 3 ou au top 4, et au final, pour se retrouver 5e. Qui, tu nous le diras après, je pose la question de suite. Est-ce que cette 5e place à la draft, c'est pas un peu la place du couillon au vu de cette cuvée? Voilà, je me demande. C'est exactement ça, parce qu'en fait, dans cette cuvée, le top 4, pour moi, il est quasiment figé, en fait. Bon, le numéro 1, le numéro 2, on le sait, ça va être Cunningham, ensuite, ça va être Evan Mobley. Et ensuite, pour les 3 et 4, il y a Jalen Green et Jalen Suggs. Voilà, lequel va être 3, lequel va être 4, c'est là que vont avoir toutes les questions. Mais après, à partir du 5, c'est là où ça devient plus ouvert. Et en fait, les profils, on est dans une draft où il y a énormément des profils avec un très haut plafond, mais aussi assez risqué. Un très bas plancher. C'est ça, il y a beaucoup de potentiel bust en fait. Donc il y a beaucoup de joueurs, ce qu'on appelle boom or bust en fait. C'est vraiment, ça peut être des futurs All-Stars comme ça peut être des futurs Michael Kidd-Gilchrist par exemple. Donc c'est dur. C'est assez risqué et en fait vous êtes vraiment, vos 2 picks sont vraiment à la place du con comme tu dis, parce que en fait entre 5 et 9, même entre 5 et 10, c'est vraiment en fait que tu piques en 10 ou que tu piques en 5. Ouais, c'est pareil quoi. C'est pareil. Okay. Les joueurs qui vont être dans ce range-là, c'est kiff-kiff. Ok. Eh ben voilà. Vous êtes rassurés, j'espère, les copains du Magic. Du coup, on s'est arrêté donc à la place 5, donc on a profité pour poser cette question. En 4, les Raptors qui, eux, ont fait ils ont gagné 3 places. Je crois qu'ils étaient prévus 7ème, ils ont gagné 3 places, donc ils sont montés dans le top 4. Incroyable move du coup, incroyable chance pour les Raptors après leur saison grandement compliquée du côté de Tampa Bay cette année. Les Cavs en 3, les Rockets en 2 et le grand gagnant de cette draft, les Detroit Pistons qui, enchaînons tout de suite, on savait que c'était la merde, nous dit dans le chat, oui on le savait de base, mais bon, le sport fait vivre comme on dit. Enchaînons tout de suite, Detroit qui est first pick, il n'y a pas de surprise. D'autant plus que Cade Cunningham a dit qu'il ne rencontrerait que Détroit. Donc on est d'accord que Cade Cunningham partira à Détroit à ce moment-là. Non, même si salut Tonio. Le GM des Pistons a bien essayé, a tenté de nous faire croire qu'il était ouvert à un trade. Ah oui, j'ai vu ça, ouais. Franchement, à part si les Nets l'appellent et lui disent bah écoute, on te donne James Harden, Kyrie Irving et KD en échange du first pick, je vois pas. Ouais. Il y a aucun monde où tu trades ton first pick quand t'as un talent générationnel comme ça qui arrive. Ok. En termes de, moi je te cache pas que Cade Cunningham, j'ai vu que des des highlights. C'est un meneur grand, de taille, il a l'air d'avoir une énorme envergure aussi. En termes de, pas de plafond, mais on va dire de profil, ça se rapproche un peu de quel style de joueur? Alors bon, je vais pas trop donner des comparaisons de joueurs, parce qu'en fait souvent... T'as un profil, je veux dire. Je me souviens, il y a quelques temps sur Twitter, on parlait de Jonathan Kuminga, qu'on va sûrement aborder quand on va aborder votre pick 5. Oui. Et j'avais dit que son plan, justement c'était pendant le space Twitter, et j'avais dit que son plancher, en gros pour moi c'était un peu un Derrick Jones Jr. au pire, si vraiment il n'y arrive pas. Ok. Et en fait
fait, tout de suite, j'ai reçu pas mal de messages qui me disaient oh putain, Derrick Jones Jr., le prendre en pick 5, ça fait chier et tout. Mais c'est juste voilà. Ouais, c'est une indication, ouais, c'est un profil, ouais. Ça veut pas dire que c'est Derrick Jones Jr. numéro 2. Ouais, voilà. Et donc, pour Cade Cunningham, il y a eu beaucoup de comparaisons sur le fait que c'était. Alors, je te coupe. Ouais, je te coupe parce que dans le chat, on nous dit c'est Ben Simmons avec un shoot. Exactement. Bon, bah, exactement. voilà. En fait, il y a beaucoup de comparaisons toute la saison. C'était Ben Simmons avec un shoot. Bon, ça m'a vieilli quand on voit ce qu'a fait Ben Simmons pendant les playoffs. Il y a une vidéo qui se prépare d'ailleurs, restez connectés, ça va dézinguer du Sixers. Restez connectés au passage. Mais oui, en gros, c'est ça. C'est un meneur très grand qui a une envergure de plus de 2m10. Donc incroyable. Voilà, qui, même si de temps en temps a tendance à oublier de défendre, mais je vais en tirer par rigueur parce que c'est plus le fait qu'il a énormément de choses à faire en attaque, énormément de responsabilités en attaque. Du coup, il a tendance à se reposer un peu en défense, mais ouais, c'est playmaker élite, bon shoot, voilà, peut défendre, il a le physique parfait, bon handle. Enfin, il y a vraiment peu de choses à noter en lui au niveau négatif. Il fait pas mal de pertes de balles. C'est vraiment le point négatif, c'est qu'il génère pas mal de pertes de balles, mais en même temps, c'est un gars qui c'est la jeunesse. Qui a quasiment 30% d'usage rate. En gros, ça veut dire que le mec il passe son temps avec la balle dans les mains. Ouais, c'est ça. Forcément, plus t'as la balle dans les mains, plus t'as de responsabilité en attaque, plus t'es amené à faire des pertes de balles. Bah, de toute façon, l'exemple, on regarde le match de Trae Young cette nuit qui, je crois, fait 6 ou 8 pertes de balles. Et pourtant, il en plein de 48, mais 10 passes. Il fait un match extraordinaire contre les Bucks. Mais tu regardes le usage rate, c'est n'importe quoi. Donc, effectivement, faut pas non plus trop en tenir rigueur, comme tu dis. Dans le chat, on me demande, c'est Tonio-san qui me dit on est d'accord que Kylian Hayes peut jouer avec lui ou pas? Ça, je me suis posé la question aussi, d'ailleurs. Ouais, il y en a pas mal qui se sont posés la question et moi je le vois bien. Alors c'est vrai que pour l'instant, Kylian Hayes, il faudrait qu'il développe encore un peu son shoot parce que je pense que sur les deux, celui qui sera le premier ball handler, ce sera Cade Cunningham. Okay. Quand t'as un joueur avec le talent la vision du jeu et le playmaking de Cade Cunningham, tu le transformes pas en spot-up shooter. Ouais. Ça. Mais par contre, du coup, ce serait plus Kylian Hayes qui serait décalé, on va dire, en poste 2, un peu. En fait, je vois bien l'association Cunningham-Kylian Hayes comme CJ McCollum, Damien Lillard. Où Kylian Hayes pourrait être le deuxième playmaker quand Cunningham se repose. Et quand il est là, plutôt en jeu off-ball. Après, Kylian Hayes, moi, ça me choquerait pas si dans 4-5 ans, ou même 3 ans, on me dit Kylian Hayes, c'est le meilleur 6e homme de Détroit. C'est le 6e homme de luxe de Détroit. Tu le décales en 6e homme et il s'occupe de la création et de la gestion de l'attaque en sortie de banc quand Cunningham va se reposer. Sacrée rotation. C'est qui du coup en 2? Ils ont Saddiq Bey ou les 3, lui je sais plus. Saddiq Bey c'est plus un 3. Plus un 3. Ils ont qui en 2? Je sais même plus qui ils ont en 2. Tu vois, des 3 ils sont. Ouais, ils l'ont plus. Bon, tu nous dirais dans le chat qu'ils ont en 2 parce que là pour le coup j'avoue que j'ai un gros trou. Désolé T3 cette année. C'était compliqué à suivre, bon, nous en voulons pas. Donc du coup on est d'accord, bon après ça je pense, enfin toutes les mocks que j'ai regardé sur Tankathon, sur DraftNet, je sais plus quoi, même sur Envergure, tout le consensus converge vers Cade Cunningham en 1, donc je pense que sans hésitation on peut partir sur Cade Cunningham en 1 du côté des Pistons, si on est d'accord. Il y a plus de chances que Orlando arrive à trade pour monter dans le top 3 que Cade Cunningham qui ne soit pas pris à Détroit. Bon, on va en parler des transferts. Ce que j'allais te dire, parce que du coup, le GM de Détroit dit ouais, on est ouvert aux discussions pour transférer le first pick. Bon, on est tous d'accord que c'est du bullshit, que c'est complètement faux. Personne. Je pense même que les Rockets ne monteront pas en 1. On est d'accord qu'il n'y a pas de scénario dans lequel Cleveland ou Détroit montent à la draft en 1, quoi. En fait, le truc aussi, c'est que ceux qui pourraient potentiellement monter, enfin, on va dire que ceux qui pourraient être intéressés de monter, donc par exemple, comme tu as dit, les Rockets, les Cavs, donc qui pourraient être intéressés par Cade Cunningham, enfin, tout le monde est intéressé par Cade Cunningham, mais ceux qui auraient des pics, en gros, à donner pour Détroit, le problème, c'est qu'en fait, ils n'ont rien d'autre à part leur pick 2 ou 3. C'est ça. Et je suis pas sûr que un Christian Wood, d'ailleurs, qui venait de Détroit en plus. Ouais, en plus, ouais.
Christian Wood plus le pick 2 suffisent à donner le pick 1. Grave. En plus, ça commence déjà, les petites rumeurs sur Twitter. Ouais, Christian Wood, machin, avec un package. Ça commence à faire des packages avec le contrat pourri de John Wall, etc. Bon, salut Ken, ne rencontrera que les Pistons. Oui, ça on l'a dit, merci Strepsil. Donc, aucun scénario dans aucune réalité alternative dans lequel Kate Cunningham ne joue pas avec le maillot des Pistons la saison prochaine. Donc, je pense que pour le dans le top 5-6 de la draft, je vois pas les équipes donc, qui sont entre 2 et 6. Donc, il y a les Rockets, Cleveland, Toronto, donc vous, le Magic et OKC. Et parmi ces équipes-là, je vois pas qui a de quoi contenter Détroit pour compenser un first pick de draft. À part les 74 000 picks de OKC sur les 350 prochaines années, mais je pense qu'il n'y a rien d'autre en fait. Je pense. C'est ça. Et encore, il faudrait qu'OKC mette Shai Gilgeous-Alexander dedans. Ouais, voilà. C'est exactement ça. La chose aussi, c'est qu'on sait qu'avoir beaucoup de picks, c'est bien, sauf qu'avoir beaucoup de picks, c'est dire aussi beaucoup de picks ratés, parce que quand tu fais une draft, là par exemple, OKC, je sais pas, ils ont 5 picks dans les 36 premiers choix. C'est n'importe quoi. 3 au premier tour et 2 au début du deuxième. C'est ouf. Je pense pas qu'ils vont garder les 5, mais surtout s'ils gardent les 5, je pense pas, il faudra revenir dans 4-5 ans, mais je pense pas que les 5 soient 5 bons picks. Ok. La draft, c'est quand même quelque chose d'assez... aléatoire. Assez aléatoire. On sait que les joueurs dépendent beaucoup de ce que eux ils font, mais aussi de leur entourage, des franchises dans lesquelles ils tombent. Ça dépend de tellement de choses que c'est impossible en 5 picks de tomber sur 5 bons picks. Alors ça, on est tous d'accord. Donc du coup, nous partons sur Kate Cunningham en first pick. On nous dit dans le chat, ce serait incroyable si ce n'était pas le cas. Si vous avez des euros, mettez-les. On sait jamais, sur un malentendu, comme dirait l'autre. Ça peut marcher. En choix numéro 2, nous avons la draft, c'est la deuxième loterie. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Grosso merdo, ouais. En 2, nous avons les Rockets. Dans toutes les mocks que j'ai vues, c'est Evan Mobley qui partirait en 2. Alors j'ai vu quelques séquences de ce gars-là en vidéo. Défensivement, ça a l'air d'être un espèce de truc lui aussi. Il a l'air gigantesque. Il est enfin, en tout cas, sur les vidéos que j'ai vues, il est ultra mobile. Il est longiligne. C'est un truc de fou. Enfin, ça m'a vraiment épaté. Je me suis dit, oula, c'est pas mal. Et hier, quand j'ai fait mon live où on parlait un petit peu de ce qui on a effleuré, on va dire, le sujet, j'ai demandé est-ce que c'est complémentaire Christian Wood Mobley si ça se fait. Et on m'a dit oui. Donc je te laisse le soin de confirmer ou d'infirmer du coup. Bah oui, je confirme parce qu'en fait les deux ont un peu le même profil, c'est-à-dire un pivot qui peut aussi jouer poste 4. Et d'ailleurs, je pense que pour l'instant, Mobley n'a pas développé un shoot à 3 points, donc il restera le pivot. Et Christian Wood restera le poste 4 qui peut stretch. Mais oui, Mobley, c'est hallucinant. C'est 2m13, il fait plus de 2m20 d'envergure. Je vais te confirmer ça tout de suite. Et oui, non, c'est un excellent rim protecteur. Après, le seul red flag en gros sur Evan Mobley, c'est le même que tu as sur tous ces profils de licorne, entre guillemets. Ouais. Les mêmes qu'on a fait sur Porzingis. Ouais. C'est le fait d'être super long et ouais, super c'est ça. big, en fait. Il fait 2m13, envergure à 2m26 pour 93 kg. Pour info, je fais 1m75, je suis plus lourd que lui. Voilà, vous faites ce que vous voulez comme conclusion avec ça. Mais effectivement, je pense qu'il va falloir qu'il aille un peu à la salle. Je pense. Tu vois, j'ai même pas regardé ce que disait envergure. Descend mais à travailler, gringalet. Point faible, durabilité vu le profil physique. En fait, au final, ses seuls défauts, c'est de pas être allé à la muscu en gros. Ce qui est pas ouf en vrai, tu vois, c'est incroyable de dire juste ça quoi. Putain, c'est incroyable, moi je trouve. Tout va reposer sur son physique. Lui, c'est le cliché parfait du joueur qui, en fait, s'il reste en bonne santé, il a tout pour réussir. Oh, c'est ouf. Et là, on dit dans le chat qu'apparemment Rockets FR a parlé de Green en 2. Est-ce qu'il existe un monde dans lequel Mobley ne part pas en 2 chez les Rockets et ce serait plutôt Green du coup qui partirait? Alors, ça peut exister, c'est moins Mobley en 2, c'est moins sûr que Kate Cunningham en 1. Ouais, ça, ouais. Après, pour moi, c'est mon 2 sûr et certain. Après, ça peut s'entendre de rajouter Jalen Green, qui est un monstre athlétique aussi sur les postes 2-3. Moi, je trouverais ça dommage de se dire, faut voir la justification du front office, mais moi, je trouverais ça dommage de se dire, on prend pas Mobley parce qu'on a déjà Christian Wood.
Ok. Quand tu as la possibilité de prendre un talent comme Mobley, Christian Wood ou pas Christian Wood, bon, moi je trouve qu'ils sont complémentaires, mais même si tu trouves qu'ils sont pas complémentaires, tu réfléchis pas, tu prends. Alors attends. C'est un peu pour. Excuse-moi, on me dit. Excuse-moi, je te coupe, on me dit dans le chat, est-ce que c'est possible d'augmenter ton volume? Je vais voir ce que je peux faire. Les amis, je vous garantis rien. Je préfère être franc. Je vous garantis absolument rien parce que malheureusement, j'ai pas le matos de qualité. Alors, tu sais quoi? Déjà, je vais faire un truc. Si je vais cuter la musique, même s'il n'y a pas grand-chose, je vais rapprocher justement l'ordi. Parce qu'en fait, le son, il sort directement du PC. Donc, en fait, c'est la captation de mon micro, si vous voulez. Parce que malheureusement, j'ai pas un setup de fou furieux. J'espère que là, on t'entendra mieux. Désolé, je t'ai coupé en plein élan. Je te relance. On nous dit, ils ont déjà Kevin Porter Jr., donc Houston, et ils ont l'air d'être assez contents de lui. Donc ça parlait après là bon là c'est en train de discuter dans le chat qu'il y a des rumeurs du coup qui prendraient Green pour associer avec Kevin Porter Jr. ou décaler Kevin Porter Jr. en 1. Donc bah voilà, c'est ce qui est en train de se discuter dans le chat. Kevin Porter en 1, je suis sceptique, ouais. Enfin, je pense aussi, mais. Ben, en fait, justement, ce que je disais, c'est que pour moi, c'est un peu comme si Détroit disait on a Killian Hayes, du coup, on prend pas Kate Cunningham parce qu'on a déjà un meneur. Et en fait, quand tu choisis à la draft, quand tu choisis surtout dans le top, alors ça dépend de la qualité de la draft, mais surtout dans le top 5, top 10, tu prends le joueur le plus talentueux sans réfléchir de ce que tu as déjà dans ton effectif. Et pour moi, les Rockets, que ce soit Mobley ou Green, les deux sont valables, mais tu peux pas dire je prends pas Mobley parce que j'ai déjà Christian Wood. Ok. Et pareil, tu te dis pas je prends pas Jalen Green parce que j'ai déjà Kevin Porter Jr. Pour moi, les deux peuvent jouer ensemble. Au pire, il y en a un qui sera 6e homme. Enfin voilà, tu pourras toujours t'arranger en fonction de l'explosion ou pas du joueur que tu draftes. Mais du coup, Mobley ou Green, les deux me choquent pas. Moi, je partirais plus pour Mobley. Parce que je trouve que dans la NBA actuelle, des pivots comme ça, avec cette capacité de rim protection plus stretch, même s'il faut encore qu'il développe son shoot, mais il a montré quelques flashs intéressants, pour moi c'est trop rare pour faire l'impasse dessus. Alors que le profil de Jalen Green, qui est en gros un poste 2 un peu à la Zach LaVine, c'est-à-dire un poste 2 survolté athlétiquement, ouais. Pour moi, c'est des profils que tu trouves plus facilement, je trouve. Ok. Bah, de toute façon, maintenant, on est dans une NBA où pas aller... Comment dire ? Ouais, c'est vrai que les big men sont un peu relégués au second plan. Ils font entre plus les basses besognes, etc. Donc, je suis d'accord que tu as un visier en termes de joueurs externes du poste 1 au 3,5, entre guillemets, qui est un peu plus large, je trouve, que Evan Mobley. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Mobley a un profil bien plus atypique pour ne pas être pris en 2. Dans plein d'autres drafts, il aurait pu être numéro 1. Bah, j'avais vu des mocks à un moment donné où il était numéro 1. Donc, au moins, c'est exactement ça. De toute façon, c'est simple. Mobley, à mon avis, s'il n'y a pas Kate Cunningham, c'est le numéro 1. C'est numéro 1. Ok. Ouais. Bah, du coup, faisons la transition sur le pick 3 du coup, des Cavs, qui est, on va dire, dans le consensus, un peu sur Jalen Green. Voilà, on parlait d'Evan Mobley, donc en fait, je pense que, vu ce que tu dis, le pick des Cavs va être beaucoup déterminé par rapport à celui des Rockets avant eux. C'est-à-dire, s'ils prennent Green, est-ce que les Cavs pourraient se rabattre sur Mobley ? Et inversement, si c'est Mobley qui part, ils partiraient sur Green ou sur quelqu'un d'autre, du coup. Bah ouais, c'est exactement ça. Okay. En fait. Si Mobley part pas, là encore une fois, Cleveland ne peut pas se dire tiens, Mobley est dispo, mais je le prends pas parce que j'ai Jarrett Allen. Enfin, il n'y a aucun monde où tu te dis ça. Exactement. Donc non, oui, tout va dépendre de ce que font les Rockets. Ouais. Après, il y a un troisième nom qui s'inviterait dans la danse aussi, c'est Jalen Suggs. Ouais. Donc le meneur de Gonzaga, qui, je pense, est un petit peu en dessous de Jalen Green en termes de plafond, puisqu'il est beaucoup moins physique et athlétique, et on sait que le physique et les capacités athlétiques sont très importants à NBA. Mais par contre, il a l'air beaucoup plus posé dans sa tête, en fait, un meilleur QI basket, il sait le rôle qu'il a, okay. Il sait ce qu'il veut, il va bosser pour, là où Jalen Green a l'air un peu plus, on va dire, un peu plus fou, quoi. Ok, d'accord. Bon, bah... Là, c'est pareil, du coup, en fait, il va y avoir une espèce de jeu de domino en fonction du pic des Rockets, ça va déterminer... En gros, ça va se jouer entre Mobley, Green, Suggs, et tu mets un peu dans l'ordre que tu veux en fonction de ce que font les Rockets. En gros, c'est à peu près ça, quoi. C'est un peu ça. Après, je pense que ce sera... En gros, le pic 2, ce sera Mobley ou Green. Et ensuite, après, si c'est Green qui est pris, pour moi, tu prends Mobley.
un no-brainer, comme ils disent. Ouais. Après, si t'as le choix, si Mobley est pris en 2, si t'as le choix entre Green et Suggs, ça se réfléchit, ça dépend un peu de ce que tu veux. Pour moi, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix entre les deux. D'accord. Dans le chat, on nous dit qu'il y a des rumeurs de trade pour Sexton et on nous dit si les Cavs draft Green ou Suggs, Sexton dégage, Imo. J'ai vu Cavs France qui était... Alors, je crois qu'il a retweeté... corrigez-moi dans le chat si je dis des conneries, mais je crois qu'il a retweeté tout à l'heure une photo d'un gars qui avait fait, des trades simulés sur la trade machine d'ESPN. Et en gros, il recevait Brandon Ingram contre Cedi Osman, des pics de draft, et je crois qu'il y a Colin Sexton dans le package. Est-ce que si tu prends Green ou Suggs, Sexton... Est-ce que son avenir, ses jours sont comptés côté Cavs, sachant qu'apparemment Garland est intouchable, de ce que j'ai cru lire. Ouais, c'est possible, surtout que du coup, si tu prends Green ou Suggs, c'est pour le faire jouer. Ouais, grave. C'est pas... Voilà. Et je pense que Green ou Suggs ont plus de potentiel que Sexton. Sexton sort d'une bonne saison, donc tu profites de la bonne saison de Sexton et de sa cote très haute pour le trader. Ça a du sens. Parce que si tu gardes Sexton avec Green ou Suggs, ça veut dire que Sexton, tu vas le mettre en 6e homme. Ouais. Moi, je trouve que c'est un rôle qui peut lui aller, mais forcément, sa cote va diminuer. Et donc après, tu vas vouloir le trade et il aura une moins bonne cote, donc tu vas gagner moins. Sûr que je pense que la cote, ils peuvent pas espérer mieux en termes de cote, je pense, pour l'instant, de Colin Sexton, vu la saison qu'il vient de faire. Et Colin Sexton, 6e homme, je valide ce que tu dis, mais je pense que ça aurait plus de sens, évidemment, dans une équipe... plutôt pas contender, mais tu as compris, une équipe qui va jouer les playoffs. Là, je pense que ça aurait beaucoup plus de sens, Colin Sexton. Ok, donc on va en gros, ça s'intervertit, 3-4, Green ou Suggs, sachant que du coup, si ça part comme... d'après les mocks, Suggs partirait aux Raptors, et c'est un secret, je pense, pour personne. Kyle Lowry est en fin de contrat, il ne va pas rester aux Raptors, je pense. Donc c'est un bon spot, du coup, de récupérer Suggs, qui est un meneur de ce que tu m'as dit. Ouais, les petits, ouais, c'est un meneur. Du coup, qui aurait du temps de jeu, quoi. À Toronto, quoi. C'est ça. Un bon spot, du coup. De toute façon, je pense que les Raptors, ils vont prier pour que Suggs tombe en 4, ouais, c'est clair. Grave. Ah ouais, ce serait un bon c'est un peu... Il est un peu comme Lowry, c'est-à-dire que il ressemble beaucoup à Lowry dans le sens où il a pas un tir excellent, mais il reste correct. Mm-hmm. Mais il est assez athlétique et surtout il a un très très bon QI basket, il a un rôle de leader. Enfin voilà, c'est un mec très vocal qui parlait beaucoup à Gonzaga. Il a un playmaking très impressionnant, donc ouais, non, ça, moi je trouve que ça fitterait. Il y a le fit, le talent, il y a tout pour Suggs aux Raptors. Et on nous dit en plus Suggs plus Gary Trent Jr., voilà le backcourt. C'est vrai que là tu me dis ça, c'est vrai. Je trouve ça assez intéressant du coup. C'est vrai que c'est sympa. J'avoue. Donc du coup, on aurait un top 4, Cunningham, Mobley, Green, Suggs, à voir comment ça peut se goupiller entre guillemets entre Green et Suggs, mais on va partir sur ça. Messieurs, dames, arrivons sur les vraies choses. C'est-à-dire les couillons de l'histoire de cette loterie, et l'Orlando Magic. Alors, je crois que hier, ou il y a quelques jours, enfin nous dans la commune on a un groupe Twitter, on discute pas mal, tu vois. Alors, il y a une propagande qui est en train de naître. Je sais pas d'où elle sort, pour être franc. C'est Moses Moody, je crois que ça se dit comme ça. Il y a cette propagande qui est en train de sortir, peut-être lui en 5 ou 8 s'il est dispo, voilà par exemple. Là, dans les mocks que j'ai, et même sur le big board d'envergure, c'est Scottie Barnes qui partirait chez nous, du coup en 5. Donc Kuminga, on dit dans le chat, mais Kuminga il a droppé. Alors Kuminga il a fait une espèce de drop depuis hier ou depuis avant-hier, dans les mocks en tout cas. Sur Tankaton, à un moment donné il était, bon là il est toujours 5ème, mais tu vas sur envergure, à un moment donné il était 5ème, là il a droppé 8ème. Bon dans tous les cas ça tombe chez nous je veux dire, mais il a quand même droppé d'une manière assez significative. Donc du coup qu'est-ce que je veux des scoreurs, les défenseurs ça suffit. Oui je peux en appeler le cul, c'est bon, on veut des mecs qui mettent le ballon dans le panier chez nous aussi. Scottie Barnes, qu'en penses-tu en 5 ? Sans parler d'Orlando, je veux dire, mais... Moi, j'en discutais justement en plus avec la scouting squad du Café Crème Sport, on en discutait ensemble ce matin. Pour moi, Scottie Barnes en 5, c'est un no-brainer. En fait, c'est comme je disais avec Suggs aux Raptors, Barnes à Orlando, il y a le fit, il y a le talent, il y a le potentiel, il y a le besoin, il y a tout ce qu'il faut en fait pour
pour Orlando. Et à l'envergure, parce qu'il aime ça, John Hammond, il aime les mecs avec de l'envergure. 2,6 pour 2,18 d'envergure, 102 kilos. Putain, brave mutant le machin. Oh, il est costaud en plus, hein. Putain, je suis c'est un tonton. Le seul problème, et c'est valable, c'est un peu. Il a le même problème que Kuminga. C'est-à-dire que c'est deux joueurs qui ont des bons potentiels défensifs, même Barnes est vraiment. Je pense que défensivement, Barnes doit être top 2 ou 3 de la QV de draft. Ah ouais, putain. Et surtout, il a l'avantage d'être polyvalent défensivement. Pour moi, il peut défendre de poste 2 à 4, voire même 5 avec son envergure. Ah ouais, c'est intéressant. Même poste 1 contre des meneurs assez rapides, il sera pas dégueu. Ok. Donc défensivement, c'est très costaud. Le seul problème, c'est son shoot en fait. Bah ouais, je suis en train de voir les pourcentages. Bon, 50% au tiers, 27% à 3 points. C'est quand même pas ouf du tout, on va dire. Et 62% au lancer franc. Après c'est agrémenté, tu as de l'interception, tu as de la passe, tu as du rebond, donc tu vois que c'est un mec qui est capable de faire plein de choses, tu vois. Mais après je parle en termes de besoins. Orlando on a besoin de, comme on l'a dit, on a quand même des mecs qui peuvent défendre. Tu as Okiki, tu as Isaac qui peut être élite quand il arrive à mettre un pied devant l'autre, peu cher. Tu as potentiellement Bamba qui peut être intéressant aussi. Et là, tu manques de talent offensif. Hein. On l'a vu, à part Cole Anthony qui fait une très bonne fin de saison, Argenton qui se révèle un petit peu. C'est compliqué, on va dire, pour mettre le ballon dans le panier. Terence Ross, il prend pas feu. Ça devient un peu compliqué. Du coup, là, il coche plein de cases, mais du coup, c'est compliqué, j'ai l'impression, offensivement. Alors, je suis complètement d'accord et moi je comprends tout à fait les craintes. J'ai même vu passer hier, je crois, je l'ai même vu passer une comparaison justement, on en parlait tout à l'heure, avec Killian Christ. Ok. Killian Christ aussi, il était attendu comme un gros défenseur qui avait juste le shoot à développer. Et bien sûr, c'est vrai que si tu développes pas le shoot, tu deviens André Robertson en fait. Oh, c'est dur. Non, mais c'est ça. Et sauf que pour moi, déjà, Scottie Barnes, défensivement, à l'instant T, est déjà meilleur que ce que n'est Killian Christ maintenant. Ah. Et surtout, il a aussi des playmaking. Et on sait que le playmaking sur les postes 3-4, c'est quelque chose qui est de plus en plus important en NBA. Donc voilà, sa vision du jeu, notamment sur transition. En transition, il est impressionnant, il trouve des passes. Il a 4 passes par match à NCAA pour un post 4. Franchement, c'est super intéressant par contre. Au-delà de ça, au-delà des stats brutes, c'est les stats avancées. Il a 30%, il est à plus de 30%, je crois que c'est 32 quasiment, en assist percentage. Oh. Donc ça en Dieu que c'est-à-dire qu'il fait 32% des assists de son équipe. C'est propre. Donc non, c'est très intéressant. Pour moi, c'est vrai qu'il n'y a que le foot. Et en fait, pourquoi je le vois à Orlando, même si vous avez besoin de talent offensif, c'est tout simplement parce que vous avez un pic en 8. Ouais, j'allais t'en parler, vas-y, je te laisse terminer, mais c'est très bonne transition du coup. Vous avez un pic en 8 et un pic aussi en 33. 3, c'est ça. J'ai sorti les mocs là. Et en fait, pour moi, c'est en dehors du top 10, vous allez trouver des shooters, des joueurs qui mettent le panier dans le ballon. Il y en a un paquet. Vous pouvez même trader trader un ou deux jeunes qui vous plaisent pas parce que vous en avez beaucoup ou je sais pas, un Markel Fultz ou j'en sais rien. Ouais. Ou trader un autre joueur et choper un pick en fin de premier tour par exemple. Enfin, des joueurs qui mettent le panier dans le ballon, vous arriverez à en trouver, que ce soit à la draft, même à la free agency ou via trade. Par contre, un joueur qui défend comme le fait Scottie Barnes, de manière polyvalente et forte comme le fait Scottie Barnes. Ouais, il n'y en a pas trop quoi. Il n'y en a pas beaucoup pour moi. Ok. Du coup, tu parles du pick 8. Allez, ça commence là dans le chat. Ouais, en 8, il faut un shooter. Bamba versus pick 11, ça commence. Évidemment, ça clash Chris pris en 2 par Charlotte. Ça, c'est incroyable ce pick. Tito Orlando. Un pic de deuxième tour. J'ai pas compris, Luc, ce que tu as voulu dire, donc n'hésite pas à remettre ton message, je me ferai un plaisir de le lire. Du coup, ça dit en 8, il faut un shooter, mais t'embrayes du coup sur le pick 8. Alors, du coup, on passera après le pick 8, mais bon, vu qu'on a 2 picks dans le top 10, autant faire les deux d'un coup. Est-ce que, après, je sais pas si des équipes qui seraient intéressées, mais peut-être pas pour monter à la draft, mais est-ce que il existe un scénario où ce pick 5 et ce pick 8, ou que le 8 et le 33, je sais pas, peuvent se mettre dans un package? Est-ce qu'il y a une équipe de, on va dire,
3-4, si on parle de Green, Suggs, si on parle des Rockets, des Cavs et des Raptors, qui accepteraient peut-être ces 2 pics contre le 2, le 3 ou le 4. Après, c'est pas très intéressant, tu vois, mais c'est une question comme ça, tu vois. Je pense que les Raptors pourraient être... Oh, peut-être les... Alors, je sais pas, entre les Cavs ou les... Alors, ça montera pas en 1 et 2, c'est sûr. Non, ça, c'est sûr. Je me suis abstenu. Mais par contre, en 3 ou 4, si vous donnez 2 de vos 3 pics et que vous donnez un de vos jeunes, je sais pas, parce que vous avez quand même pas mal de jeunes... Non, on donne Gary Harris. Comment ? On donne Gary Harris, tu vois, ou Terence Ross, mais faut garder les jeunes, tu vois. Non, mais après, c'est vrai que Fultz dans la commu, il est plus facilement mis dans des packages de ce que je vois, tu vois. Mais vous avez, enfin, en tout cas, moi je trouve que vous avez un effectif très intriguant et en fait, vous avez c'est le mot. Anthony, R.J. Hampton, Okeke, Isaac, Carter Jr., Bamba. Je me dis, si vous êtes ouvert à mettre un de ces jeunes-là, plus 1 ou 2 pics, vous pourriez monter. Après, l'intérêt, ce serait de garder le 5. Oui, bah ouais, ce serait bien, évidemment. Parce que si vous larguez un jeune plus 2 pics, dont le 5, juste pour gagner une place... Non, ça, c'est pas rentable, ça, c'est clair et net. Ouais, voilà, c'est pas rentable. Tu vois, à moins que tu montes en 2, tu vois, mais c'est impossible. Nos deuxième tour, on les vend. Ouais, bah... Après, bon, tu vois, je connais sur les pics, bon, il y a des mecs du Magic, tu vois, dans le chat, donc on va en profiter. Il y a ce pic 8. Ça parle de Kuminga, mais j'ai l'impression que c'est un peu le même profil que Scottie Barnes, en tout cas de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu, on en parlait hier. Donc je me demande si c'est pas... Enfin, si tu prends un en 5, je vois pas l'intérêt de prendre l'autre en 8, pour le coup, surtout qu'il risque peut-être de partir avant, avoir les besoins des autres. Donc là, ça met Keon Johnson en 8. Et j'ai vu sinon, il y a cette fameuse propagande Moses Moody, du coup. S'il tombe en 8, même s'il a dans le big board d'envergure, il est projeté en 7 chez les Warriors. Donc Scottie Barnes en 5, comme tu dis, c'est un no-brainer. En 8, Keon Johnson, Moody, d'autres gars, peut-être que tu vois à ce niveau-là. Alors pour revenir à ce que tu disais au début, c'est clair que Kuminga c'est un peu le même profil que Barnes. Si tu prends Barnes en 5, tu prends pas Kuminga en 8, ça c'est clair. Surtout que pour moi, Barnes m'apporte plus de certitude que Kuminga. D'accord. On disait Kuminga Barnes son problème c'est le shoot. Kuminga aussi c'est le shoot, sauf que en plus de ça, Kuminga il a pas mal de pépins physiques au genou. Il est un peu plus fin. Il va venir chez nous alors, hein. Il va venir chez nous, il n'y a que des mecs qui ont les genoux pétés, c'est bon, on va le drafter, c'est mort, on est cuit les gars, c'est cuit. Et il a des problèmes aussi de decision making et de playmaking, donc voilà, quitte à prendre un joueur fort défenseur qui sait pas shooter, moi je prends Barnes. D'accord. Donc ça c'est pour le 5, donc du coup si tu prends Barnes en 5, tu prends pas Kuminga en 8. Après, Moses Moody, moi c'est un joueur que j'aime beaucoup. Le problème, c'est que si les Raptors gardent leur pick, je ne vois pas du tout les Raptors ne pas le drafter, en fait. C'est un 3&D. Les Warriors, tu veux dire ? Les Warriors. Ouais, parce que je dis, putain, il va monter en 4, je comprenais pas. D'accord, ok. Non, pardon, les Warriors. Oui. Pour moi, si les Warriors gardent leur pick 7, c'est un no-brainer pour eux aussi de prendre Moses Moody en fait. Okay. Parce que je pense que Curry et Thompson sont pas éternels. Thompson ils viennent déjà de louper 2 saisons à cause des blessures. Je pense que là ils vont vouloir jouer le titre à tout prix. Je pense qu'ils vont trade leur pick 7, mais s'ils le gardent, Moses Moody dans le top 10, je pense que c'est le joueur le plus derrière Cunningham, c'est le joueur le plus NBA ready que tu peux directement mettre dans un effectif qui joue les playoffs. Ok. Il a déjà le profil de 3&D juste comme ça, et en plus il a montré des flashs un peu à la passe pour porter la balle, pour créer le shoot lui-même. Donc pour moi je vous dirais Moses Moody, mais j'ai du mal à croire qu'il sera dispo en 8. Et du coup s'il n'est pas dispo, ça parle de Johnson? Est-ce que... Alors, dans le chat, ça parle de... Bon, donc Moody, tu m'as dit, mais peut-être qu'il ne sera pas dispo. Kisper, Book Knight et dans la mock d'envergure, Johnson. Ouais, alors Kispert et Book Knight, pour moi, c'est un petit peu haut. Ok. Pour eux. Je trouve que c'est un poil haut. Quoique Book Knight... Book Knight, il est 11e chez les Hornets pour l'instant. Book Knight, ça pourrait être intéressant dans le sens où, comme tu disais, vous avez pas mal de joueurs
potentiellement défensif, enfin accès défensif, surtout avec Scotty Barnes. Book Knight, là par contre, la défense, c'est pas ce qu'il botte le plus. Par contre, lui, c'est mettre des paniers. Là, pour le coup, vous aurez un peu votre Jordan Clarkson en gros. Oh putain. Mais c'est bien ça c'est bon ça. On nous demande Strepsil dans le chat, que penses-tu de Jalen Johnson? Je fais les questions à la volée, donc n'hésitez pas à poser les amis. Alors Jalen Johnson, pour moi, il a tout ce qu'il faut pour être l'ailier moderne, défenseur, capable de défendre plusieurs postes, capable de playmaking, shooter, tout ça. Le seul problème, en fait, c'est sa tête et son entourage. Ah. Il a fait des choix de carrière assez bizarres où il a quitté en pleine saison NCAA, il a quitté son équipe comme ça, il a dit je l'arrête. Enfin, il y a vraiment des trucs assez particuliers chez lui. Quand il était au lycée, pareil, en pleine saison de son lycée, il est parti, il a dit ça m'intéresse plus, je vais me préparer à la NCAA dans mon coin. Enfin, il est chelou lui. Voilà, c'est ça, c'est plus son entourage et les décisions extra sportives qui me ralentissent et qui le font chuter, mais sinon il a tout le package pour être un poste 3 moderne. Il a dit il est projeté 18ème pour OKC. Vrai pic vrai pic du coup pour OKC si ça se passe comme ça. Pour le coup, lui, il a vraiment vu comment il chute, il peut vraiment ça peut être un des styles de la draft s'il sort de la loterie. Ouais. D'accord, du coup tu peux spoiler un peu la question d'après, mais on y viendra après, au pire tu te répéteras, c'est pas grave. Book Knight, ça discute, c'est ce qu'il est les deux, il est meneur, donc ça, nous on a des meneurs et des deux, donc peut-être pas dit. Je sais pas si tu as répondu, je suis désolé, sur Johnson en 8, haut, pas haut. Keon Johnson, le problème en fait, c'est que ça va être un peu comme Kuminga. Merde. Si tu prends Barnes, tu prends pas Keon Johnson, parce que même si c'est pas tout à fait le poste, lui c'est plus sur les postes 1-2. C'est essentiellement un défenseur. Pour l'instant, c'est qu'un défenseur en fait. Et il a montré des flashs en playmaking, mais il a pas de shoot. Et au niveau de la passe, c'est encore trop irrégulier, donc ça ferait vous aurez une grosse défense, mais par contre on mettra pas de passe, on n'est pas dans les années 90, tu vois. C'est un peu relou quoi. Du coup, si tu prends Barnes en 5, dans ce principe, tu prends pas Kuminga, tu prends pas Johnson. En 9ème, ça parle de Jones. Après il y a le 6 aussi, on en a pas encore parlé, mais on va peut-être faire la transition. En 6, ça parle de Jackson à OKC. Qui on pourrait prendre du coup si tu ne prends pas Johnson, si Moody n'est pas dispo, Jackson qui sera pas dispo éventuellement, je pense aussi, ce pick 8. Du coup dans ce cas-là, même si je trouve que c'est un peu haut, Book Knight ça aurait du sens. C'est ce qu'on nous dit. Ça aurait du sens parce que vous avez un joueur qui peut vous apporter des points tout de suite dès sa première saison. C'est cool ça. Et qui va faire ça tous les soirs en fait, il s'arrêtera jamais. Et avec tous les défenseurs que vous aurez autour, vous n'aurez pas de problème, même si lui, des fois en défense, il a tendance un peu à se laisser aller. C'est pas grave, il y a le matos à côté. Après, c'est ça. Et physiquement, il a de quoi défendre. C'est plus de la fainéantise. Je vois l'idée. C'est plus qu'il n'est pas intéressé en fait par la défense. Du coup, il défend pas, mais il a les capacités quoi. Il a les outils pour être un défenseur. Il sera jamais un très bon défenseur, mais un défenseur honnête. Déjà c'est déjà pas mal. Du coup, vu qu'on a glissé sur Moody, glissé sur Johnson, on a commencé à effleurer le pick 9, on n'a pas parlé du pick 6, donc Isaiah Jackson qui est projeté en 6 chez OKC. Avis, est-ce que ça devrait se passer comme ça, le profil un petit peu? Je trouve ça très très haut. Oula. Très, très haut. Moi, alors c'est un big board, hein. C'est pas une mock. Évidemment. Là, ils ont fait parce que moi, ils ont fait sur les 4 gars de Chambergur, il y a eu une mock draft qui est à jour là, mais avec une personne, donc il n'y a pas de consensus et tout qui est fait, évidemment. Et sur Tankaton, il y a une petite inversion, en gros, je sais pas pourquoi, Tankaton, ils s'obstinent à mettre Kuminga en 5 chez nous, et Scotty Barnes dropperait en 6 chez OKC. Voilà, en gros, c'est comme ça que... Et ils mettent Franz Wagner en 8. Voilà, pareil, Franz Wagner c'est un peu haut parce qu'en fait c'est un joueur qui n'a pas un très gros plafond. Par contre c'est un joueur qui est NBA ready, en fait moi je le compare beaucoup à Gordon Hayward. C'est un peu il a un peu le même profil que Gordon Hayward dans le sens où il est capable de tout faire. Il fait rien de mal, mais il fait pas être exceptionnel. Ok, je vois le truc Et du coup on nous dit en 6 il était 14 ces dernières semaines. Une espèce de push d'ici là. C'est un truc de fou. Isaiah Jackson, du coup, moi, alors j'ai pas fait de mock draft encore, mais dans mon big board, il est 20ème.
Ouais, oh putain, ouais. Après, je sais pas combien il est chez Envergure dans leur big board. Ben, alors attends, je suis sur la mock, je vais me mettre sur le big board. Le big board. Allez, mon petit, on est sur le pick 6. Il y a Keon Johnson qui est dans le pick 6 du big board. Sharif Cooper en 7, Kuminga en 8, Book Knight en 9, Moody en 11, Spring, il est 12. Il est 12, mais ça c'est dans le consensus du coup. Sinon ça part en 9, ça part en 8, ça part en 19, en 25, en 27. Voilà. Donc c'est assez éclaté en termes de projection. C'est ouf ce genre de profil sur lesquels tu sais pas trop danser quoi. Tu vois, c'est un peu bizarre. Bah, c'est un peu le problème de cette draft justement, comme on disait tout à l'heure, entre 5 et 15. Ouais, c'est le bordel quoi. Comme ça qui peuvent être pris en 5 comme en 20. Et vu que c'est un peu des boom or bust, bah, si tu le prends en 5 et qu'il peut être un bust, on peut vite te le reprocher les années d'après. Ah ouais. Sauf que tu peux aussi réussir à le choper en 20 et dans ce cas-là, ça peut être potentiellement un style. Ok, d'accord. Ouais, bon, oula, en fait, on va dire entre guillemets de la place 1 à, si on force un peu, la place 5, on va dire que c'est à peu près écrit. Par contre, j'ai l'impression que, comme tu disais tout à l'heure, mais vraiment à partir de là, c'est un bordel sans nom, quoi. Tout peut arriver, quoi. Et du coup, Isaiah Jackson, en fait, tu mises tout sur son physique, en fait. Il est ultra athlétique, c'est un bon défenseur, il fait quasiment 2m20 d'envergure. C'est un poste 4, 5, il a plutôt une bonne mobilité, donc je pense qu'il pourrait même défendre jusqu'à 3. Donc bon, déjà un intérieur qui peut défendre sur 3 postes. Ah, ça fait plaisir. C'est forcément intéressant. Après, le problème, c'est il shoot pas du tout. Déjà, tu pourras pas compter sur lui pour stretch. Et voilà, après, c'est très raw, comme disent les Américains. Ouais. C'est très. C'est un diamant brut, quoi, ouais. C'est ça. Donc, pourquoi pas, mais il y a beaucoup de boulot. Et vu qu'il y a beaucoup de boulot, qui dit beaucoup de boulot, dit besoin de beaucoup de temps. Et dit beaucoup de risques que ça ne paye pas, en fait. Ok. Eh ben... Donc, ça me paraît un peu haut. D'accord, ok. Donc on a parlé du 7, du 8. Faisons un package 9-10, comme ça on termine ce top 10, qu'on a déjà presque 1 heure de live. 9, chez les Kings, ça parle de Jones, et chez les Pels en 10, ça parle de Springer, sachant qu'on a Book Knight et, en fonction de comment ça se passe, Kuminga, qui pourrait être dispo à ce moment-là aussi. Ouais, alors, Kuminga, je pense que même s'il y a des interrogations, un peu comme Barnes, quand tu as un profil comme ça, très athlétique, tu commences à y réfléchir autour de 9-10. Moi, je pense que même si on le voit souvent autour du top 5, je pense que c'est à partir de 9-10 que je commence à me pencher sur Kuminga. Ok. Là, il y a trop d'assurance physique pour ne pas le prendre dessus, en fait. Ok. Et trop de potentiel défensif. Après, tu m'as dit qui? Il y a du Kai Jones. Il y a Jones, qui partirait éventuellement en 9 chez les Kings, et en 10, tu as Springer chez les Pels. Alors, Kai Jones, c'est un profil qui peut être très intéressant, parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui parlent de lui comme du prochain Bam Adebayo. Oh, flatteur. Alors, forcément, ça fait rêver. Ouais. Évidemment, c'est pas aussi beau que ça. Mais en fait, c'est un intérieur qui fait un peu plus de 2m10. Je vais te dire ça. Et je vais essayer, il faudrait l'envergure, j'essaie de choper l'envergure. 2-11. Combine, non. De 11, pas d'envergure en tout cas, 99 kg, donc beau bébé. Bien sécosse, sur la photo que j'ai en tout cas. Ouais, c'est costaud. Il y a le draft combine en ce moment, du coup il y a les mesures officielles. Okay. Il fait 7.2 d'envergure, donc quasiment 2m20 en gros d'envergure. Oh là là. Texas, c'est pas la fac de... Non, je confonds, j'allais dire que c'est pas la fac d'y pense. Non. Tennessee, ouais, pardon, my bad, ouais. Donc ouais, il a un profil, surtout il est monté sur ressort en fait, on dirait Russell Westbrook mais au poste de pivot. Waouh. Dans tous les sens, c'est un truc de malade. Point fort sur envergure, athlète plus. Ils ont mis en gros. C'est un truc de malade au niveau de ses capacités athlétiques. En plus, il est très mobile, donc je pense que c'est le genre d'intérieur qui... Ça va, je dirais à balles réelles, mais ça va pas être Rudy Gobert, quoi. C'est le genre d'intérieur qui peut ne pas être dégueu si jamais il doit défendre sur des switches, sur des postes 2, 3. Bon, c'est sûr que si tu le mets en face de Kyrie Irving, bon,
Il va se faire 2-3. Ouais, bon, ça arrive à des gens sympas, tu vois. Je veux dire, c'est pas grave. Hein. Voilà, maintenant, il a un bon profil de défenseur polyvalent, donc ça c'est forcément intéressant. Et il a montré de gros progrès au shoot, même si c'est pas sur une grosse amplitude. Il doit en prendre, je suis même pas sûr qu'il prenne 2 shoots à 3 points par match. Ah ouais, mais en tout cas, sur le peu qu'il a eu, il était à plus de 35%. Donc, oh, c'est intéressant. Donc voilà, un intérieur physique qui peut stretch un petit peu et qui est mobile. C'est tous les profils qu'on cherche en NBA actuellement pour les pivots. Donc, c'est ça. Donc ouais, autour du top 10, ça me paraît pas mal. Ouais. Bah, je crois que... Alors, dans le chat, on dit « Tu m'as convaincu pour Scotty Barnes. » Bon, bah, du coup, voilà. Par contre, effectivement, si tu prends Barnes en 5, en 8, ils font un score. Donc, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Voilà, bah voilà, les gars. Ça, c'est bien de faire ce genre de live avec des gars qui connaissent, tu vois. Parce que moi, je ne peux pas trop parler, tu vois. Mais au moins, c'est bien. Ça éclaire, on va dire, un peu les zones d'ombre qu'on a sur certains joueurs ou les fantasmes qu'on peut avoir sur certains. Là, c'était au niveau du 9. Et après, du coup, on va terminer ce top 10 par Springer qui est marqué en 10 chez les Pels. Sinon, ça parle de qui? Jalen Johnson pourrait shooter en 9 et Davion Mitchell est mentionné aussi en 10. Voilà, donc ça, c'est. Il y a qui se perd en 13. T'as d'autres mocks où Moody partirait en 12 chez les Spurs. Donc, bon, j'ai l'impression que c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, assez ouvert. C'est ça. De toute façon, pour balayer vite fait ceux que tu as dit, Springer, c'est un bon potentiel. C'est un meneur assez tanké. Alors, pas tanké, mais assez grand, en fait, avec une grosse envergure. Je crois il doit même pas faire 2 mètres, alors qu'il a une envergure de 2 mètres 10, je crois, de mémoire. C'est quoi ces bras? C'est exact. Je vais te dire. Ça fait 1m93 et 2m10 d'envergure. 93 kilos. Putain, oh là, il y a des... Oh, les bras immenses. Donc voilà, c'est typiquement le genre de joueur qui peut faire ses lacets sans se baisser. C'est ça. Et surtout, en fait, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il est très jeune. Il a même pas 19 ans encore. Il a 18,7. Et pourtant, c'est déjà un très bon défenseur. Il a montré de très belles choses au niveau du shoot. Donc voilà, là, vous avez un meneur ultra complet, en fait. Le mec, il a de l'envergure, il défend bien, il est jeune, et en plus, il a du shoot. Voilà, c'est tout ce qu'on veut. Quoi. Ok. Putain, c'est intéressant. Bon, du coup, on a balayé, on va dire, ce top 10. Là, on me pose quelques questions dans le chat, j'en profite. Pour Barnes, a-t-il un meilleur potentiel futur que IG? Donc, j'imagine que IG, c'est Aaron Gordon, du coup. Voilà. Qu'en penses-tu? Après, je sais que c'est dur de se projeter, mais... Alors, je pense que déjà, c'est pas du tout le même profil. Ok. Pas du tout, dans le sens... Alors, les deux sont très athlétiques, mais Barnes... défend déjà, là maintenant en NCAA, défend déjà mieux que ce que Aaron Gordon ne défendra jamais, je pense. Et c'est pas mal, ouais, c'est pas mal. Il a les outils pour défendre. Aaron Gordon n'est pas un mauvais défenseur, mais... il est pas élite. Voilà, Scotty Barnes, même quand il veut pas, ça reste un bon défenseur en fait. J'adore cette phrase. Ça, tu vois, tu me le vends bien. Ça, c'est typiquement le genre de gars que j'adore, tu vois. Donc, ouais. Par contre, oui, offensivement... C'est frustrant. On va espérer que Barnes se développe, mais il y a toujours la possibilité que Barnes, justement, n'ait jamais, ne serait-ce que 50% du talent offensif d'Aaron Gordon. Qui est pas déjà fou, d'ailleurs. Qui est pas déjà fou, d'ailleurs. Bref. On nous demande, vu que tu as pas mal regardé les jeunes, qui tu vois comme la future star d'Orlando, qu'on sache quel maillot acheter. Bon, ça parle de Cole Anthony, hein, mais... Alors moi, j'avais beaucoup d'espoir en Jonathan Isaac. Comme beaucoup. C'est un profil que j'adore et j'aime beaucoup et j'espère vraiment qu'il va être tranquille au niveau de ses blessures parce que c'est le profil tellement recherché en NBA, ce genre d'ailier longiligne qui peut shooter à 3 points, qui peut défendre. Pour moi, il a tous les outils pour être la prochaine star d'Orlando, sauf le physique. Ouais, on a eu des mecs comme ça. Ouais. Tracy McGrady, Grant Hill, tout ça, bref. Donc bon. C'est un peu comme nous avec Robert Williams en fait. C'est le genre de joueur, s'il arrive à rester en bonne santé, il peut faire des choses tellement hallucinantes. Voilà. Le problème, c'est le si quoi. Malheureusement, c'est souvent ça. Boston, vous avez pas du tout de pick dans cette draft. Si, peut-être au second tour. Second tour. 45. 45. Ouais.
On va en profiter, on va un petit peu parler de ta maison, entre guillemets. 45, ça garde le pic, ça ne garde pas le pic. Qui ça drafterait? Et si ça draft, est-ce que tu le signes ou pas? Parce qu'on sait que les contrats au second tour ne sont pas garantis, il me semble. Alors les pics de milieu, fin de second tour, c'est des pics, je pense, dans des trades qui n'ont pas une grosse valeur en fait. Ok. Donc je vais du mal, à moins qu'il arrive le soir de la draft, il y a une équipe qui veut absolument un joueur, et dans ce cas-là on le trade, mais j'ai du mal à avoir une vraie valeur de ce pic en fait dans un trade. D'accord. Après je pense que Tristan Thompson va être tradé avec l'arrivée d'Al Horford. J'ai du mal à nous voir continuer avec Robert Williams, Al Horford, Thompson et celui qui est arrivé d'OKC avec Horford. Putain. Moses Brown, c'est ça. Sacré machin lui aussi, putain. Donc ça fait 4 intérieurs. Ça fait beaucoup. Thompson, je pense, hiérarchiquement, serait le 3e intérieur. Et un 3e intérieur payé à 9,5 millions, non. Non, merci. C'est ça. Donc je pense que Thompson va être trade. Est-ce que le pick sera inclus dedans? Je sais pas. Moi, je pense pas. Je pense qu'on va le garder parce que les Clippers nous ont montré encore cette année que bien drafté, même quand tu es une équipe qui joue le haut de tableau, c'est ultra important. Tout à fait. On le voit avec les Suns et tous les jeunes qu'ils ont. On voit les Clippers avec Mann, Terrence Mann. Ouais. Voilà, on l'a vu aussi à l'époque des Bucks au tout début quand ils avaient drafté Malcolm Brogdon. Ouais, puis fin de premier tour. Non fin de premier tour. Ouais, c'est fin de premier tour, je crois. Ça va être 29 ou 30. Hein. Ouais, je crois que c'est une connerie comme ça. Ouais. Donc voilà, je pense que bien drafté, ça reste important. Et pour moi, en fait, cette draft, elle a tellement de profils intrigants que je serais pas étonné qu'il y ait des profils intéressants qui glissent doucement. Ok. Second tour. Donc ouais, j'ai fait justement un tweet juste avant le live là. J'ai fait un tweet. J'ai pas vu. Avec un thread où je balance 3-4 noms qui pourraient m'intéresser justement autour du pick 45. Dis-nous. Et donc il y a des profils, il y a deux tours. Il y a deux tours. Il y a du 3&D, il y a du shooter NBA ready, il y a du potentiel très très cru, enfin très. Ouais, très brut. à développer, ouais. Voilà, donc il y a un peu de tout. Je m'étais noté Ochai Agbaji. J'avais fait un podcast justement sur The Green Room, il y a un épisode sur lui. Ok. Aussi un scouting report sur Café Crème Sport. En fait, c'est un 3&D, mais par contre, tu pourras faire que ça. C'est de la défense. Ouais, et du shoot. Du shoot, mais tu lui demandes pas de porter la balle. Moi, ce que je lui demanderais de travailler, c'est les lancers francs. Parce que les lancers francs, on l'a vu avec Ben Simmons. Même si t'es pas le franchise player, faut toujours mettre tes lancers francs, surtout quand t'es pas pivot. Mais voilà, tu lui demandes pas de créer son shoot, tu lui demandes pas de dribbler, tu lui demandes pas de faire des passes. C'est juste, tu te mets dans un corner et catch and shoot. Ok. Donc il y a ce genre de profil qui peut tomber en 45. Sinon, l'autre profil dont beaucoup de gens parlent, c'est Yves Ponce. Oui, c'est la maison. C'est la maison, Yves. Il pourrait être dispo en 45. Je l'ai vu beaucoup dans des mocks Boston ou New York. J'ai souvent vu aussi ça. Bah lui, c'est un peu le Scotty Barnes du pauvre, en gros. C'est un peu cher. Enfin, défensivement, du moins, c'est... Et du coup, petit pour son poste, au passage. C'est ça, mais je disais tout à l'heure que Scotty Barnes, c'était un top 3 défenseur de cette QV. Je pense que Yves Ponce fait partie du top 3. Yves Ponce, défensivement, il est un peu... Alors, il est petit, ça, j'ai pas la... Je crois qu'il fait alors de tête, je crois qu'il fait un 98, on en parlait parce que... Il fait moins de 2 mètres. Ouais, c'est ça, on en parlait il y a pas longtemps parce que il est moi j'habite entre Aix et Marseille pour situer, et il est d'une petite ville qui s'appelle Fuveau. Moi j'ai eu l'occasion de le voir en tournoi et jouer vite fait contre lui. Bon, c'était à une autre époque, donc c'était pas le Yves Ponce de maintenant, même si physiquement c'était déjà un mec qui tomard et qui envoyait des moulins à 2 mains tranquille, tu vois, donc c'était quand même fou. On en parlait parce qu'il y en a, c'est des amis à lui, tu vois, d'enfance, donc on a pu en discuter. Et effectivement, ils m'ont dit qu'ils ont un peu des retours et ils ont peur enfin, le seul truc qui pourrait bloquer, c'est il est entre 2 postes. Il est pas vraiment 3-1, il est plus 4 dans l'attitude, dans le jeu, etc. Mais il est undersize, comme ils disent, du coup, il est un peu en dessous en termes de taille. Donc, à voir, c'est peut-être juste ça en fait qui pourrait ne pas jouer contre lui, enfin jouer contre lui du coup, pardon. Et si jamais il se projetterait de le jouer en 3, il a une petite faiblesse du coup au niveau du tir, et c'est ça qui peut poser problème du coup. C'est ça que j'avais vu, qu'on a discuté à son propos. Bah, c'est exactement ça. Après là, du coup, je viens de regarder sur le draft combine les mensurations qui ont été mesurées. Il fait
Un peu plus de 7 pieds, donc 2,15 m d'envergure. Oh. Là aussi, on a un joueur qui fait même pas 2 mètres, mais qui peut Ah oui, il est long qu'il en peut plus, ça c'est sûr certain. Ça. Ah ouais, c'est truc de fou. Et du coup, au niveau du poste, alors en fait, c'est pour ça que je l'aimerais bien aux Celtics, c'est qu'on sait que Brad Stevens et les Celtics aiment beaucoup jouer sans vraiment de poste défini, 2, 3, 4. En fait, t'as des porteurs de balles, t'as des wings, des ailiers et un pivot. Ouais, c'est vraiment très universitaire. En fait, c'est ça, et pour moi, Ponce en fait rentre pas mal dans cette case-là, dans le sens où, comme tu as dit, il est un peu trop petit pour jouer 4-5, mais pas assez bon offensivement pour jouer 3. Enfin, c'est assez particulier. Mais pour moi, en fait, défensivement, il n'a pas de poste parce qu'il peut défendre sur tous les postes. Vraiment, moi, il m'a halluciné. Enfin, j'étais impressionné quand je regardais Tennessee jouer. En fait, il est trop petit contre des pivots, il va se faire marcher dessus. Bah non. Mais physiquement, c'est tellement un buffle. Ah ouais, c'est un monstre. Il a une envergure, il monte au jump, c'est un super contreur, je crois qu'il. Alors, c'est plus de 2, 3 comptes par match. Alors cette année, il était un peu moins de 2, la saison dernière, il était à 2,4, mais surtout au block percentage, il est à plus de 7. Ok, d'accord. Voilà, 7% de bloc par match. C'est n'importe où, quoi. Sachant que voilà, pour ceux qui n'arrivent pas à se placer sur les stats avancées, quand tu es au-dessus de 3-4, tu es déjà considéré comme un très bon défenseur. Lui, il est au double quasiment. Donc, c'est intéressant, on va dire. On nous a dit d'ailleurs qu'il a apparemment fait un bon combine D aujourd'hui, donc très bon point pour lui. Mais du coup, voilà, il a des mensurations qui font que pour moi, il peut défendre de 2 à 5 sans problème. Et même à 1, même les postes 1, si jamais il est vraiment très mobile, et même s'il est amené à être passé, il a tellement une envergure, un jump et un sens du compte. Ouais, il peut aller même quand il est en retard. Ok. Donc ouais, c'est un peu comme Barnes défensivement, il est hallucinant. Par contre, c'est pire que Barnes offensivement, parce qu'offensivement, Barnes au moins, il a le playmaking, il a la vision du jeu, tout ça. Il fonce, lui, tu lui donnes même pas la balle en fait. Ah, ouais. Après, il est aussi à Tennessee, c'est un peu un jeu un peu à l'ancienne. Ouais. Et il avait vraiment très peu. Son usage rate était de 16. Ouais, effectivement, c'est pas assez peu. En fait, il avait jamais la balle, il servait juste ouais, poseur d'écran. De poseur d'écran. Voilà. Et voilà, donc au final, on peut pas vraiment dire s'il s'est shooté ou pas, parce qu'en fait, c'était pas qu'il s'est pas shooté, c'est juste qu'il shootait pas. Ok. Ah oui, c'est notre vision du truc, ouais, en effet. Ouais. On nous demande à quelle place tu vois Ayayi. Sachant qu'en 33, on dit pas non, nous, ouais, mais peut-être un peu haut, je sais pas. Ouais, au début de troisième tour, je commence à y réfléchir, ouais. Début de deuxième tour, ouais, je commence à y penser. En fait, c'est un joueur un peu comme on disait avec Frank Wagner tout à l'heure, c'est un joueur qui peut un peu tout faire, qui fait rien d'élite. Mais qui fait tout bien, ouais. Rien de mal non plus. Donc ouais, c'est toujours bien dans un collectif d'avoir un joueur comme ça qui est très intelligent, qui connaît son rôle, qui va pas se braquer si jamais tu le fais pas beaucoup jouer ou si jamais tu lui donnes pas assez le ballon. Il fera ce qu'il faut pour l'équipe, donc c'est toujours intéressant. Tu peux pas avoir que des joueurs qui ont besoin du ballon. Ouais. Il faut aussi des joueurs intelligents qui se fondent dans un collectif et lui en fait partie. Donc ouais, je pense début de deuxième tour, je commence à y réfléchir. Ouais. Ok. Ah putain, ça va être intéressant. On avait un peu effleuré le sujet tout à l'heure. Pour toi, potentiellement, est-ce que tu as 2, 3, 4 noms de gars qui peuvent devenir des styles de cette draft? Je vais ouvrir mon big board, je me l'ai. Aïe. Ça veut dire les termes. Alors, dans mes styles, ouais, j'ai été noté Terrence Shannon Jr. Ok. C'est un joueur de Texas Tech. Poste 2, ouais, 1, 2, il peut limite jouer 3 d'ailleurs. En fait, lui, au tout début, il fait pas une saison terrible, et au tout début de la saison NCAA, je l'avais dans mon top 20. Et c'est un joueur, c'est un très bon défenseur, il lit très bien les lignes de passe, il intercepte énormément. Après, voilà, faut qu'il travaille encore un peu son shoot. C'est très, voilà, il fait partie de ces joueurs un peu diamant brut, on va dire. Il a encore 20 ans, donc il est encore jeune, mais voilà, moi, même s'il faut qu'il travaille en régularité sur son shoot, il a montré de belles choses. Okay. Ses pourcentages au lancer franc sont corrects, même si ça pourrait être meilleur. Okay. Mais voilà, c'est un bon défenseur qui peut porter la balle, qui peut shooter, il peut faire pas mal de choses. Donc, en fait,
c'est surtout, de toute façon, c'est la définition d'un style, c'est Ouais. qu'un style, c'est en fonction de la place. Ouais, exactement, ouais, bien sûr. Et pour moi, je le vois beaucoup. En fait, il est vraiment descendu et il y a pas mal de mock draft où je l'ai vu en dehors du premier tour. Et pour moi, il devrait être pris. Normalement, moi, je le prendrais entre 20 et 30, à peu Ok. près. On va dire. Ouais, c'est des places de style, oui. Entre 25 et 30, 25 et 35, quoi, fin de premier tour, début de deuxième. Sauf qu'il y a pas mal de mocks où il est même pas au premier tour. Et je me dis, ouais. s'il tombe au deuxième tour, ça peut. Ouais, il a vraiment la tronche du mec qui, dans 4 ans. Coucou. Dans 4 ans, tu refais la draft et il est. Il est top, ouais, il est top 10. C'est n'importe quoi ça à chaque fois. Ok. J'ai lui, et sinon j'ai Charles Bassi, Ok. qui est un pivot de Western Kentucky. Lui, le problème, c'est ses genoux. En fait, lui, il a tout pour être un excellent pivot, rim protecteur. Il a même montré un peu des shoots mid-range. Il a un très bon pourcentage au lancer franc pour un pivot. Donc, enfin, il y a plein de choses qui me laissent penser qu'il va pouvoir stretch un peu en NBA. Le seul problème, c'est ses genoux, en fait. Ouais, c'est ce qu'on nous dit. Il est souvent blessé dans le chat, on nous dit. Ouais. Comment ? Il est souvent blessé dans le chat, on nous dit, ouais. C'est ça. Il a fait une saison entière où il a fait une redshirt season, donc il a joué que 10 matchs. Après, il était out. Et il se blesse souvent au genou. Il a toujours des petits problèmes au genou. Donc Compliqué, ouais. il va beaucoup chuter. Je pense pas qu'il sera pris en premier tour. Je serais même pas étonné qu'il soit en dehors du top 40. Mais c'est un joueur, si tu arrives à le garder en bonne santé, il peut être très, très, très solide au poste de pivot. Ok. Et sinon, mon petit dernier que j'ai, lui, pareil, au début de la saison, c'était un top 3, top 5 de la draft. Ouh. Vous allez sûrement, je vais te dire le nom, tu vas te dire ah oui, c'est Brandon Boston. Oui, bah on en parlait hier. On en parlait hier d'ailleurs. Et du coup, c'est bien parce que tu m'as coupé sur ce que j'avais posé après sur la prochaine question. Mais vas-y, du coup, c'est parfait. C'est une très bonne transition. Et du coup, bah, lui, c'est pareil, je le vois beaucoup en dehors du top 20. Il y a même, je crois même que c'est sur Tankaton, il est même pas au premier tour. Alors, sur Tankaton, je l'ai vu. Il est descendu parce qu'hier, il était pas là. Oh là là, il est 33ème. Tiens donc. Ah bah, chez vous. Quel hasard. Et ouais, en fait, pour moi, il fait une saison très moyenne, mais c'est pas forcément de sa faute, en fait. Il était à Kentucky. Ouais. Et Kentucky, ils ont quand même, faut le savoir, que sur les dernières drafts, je vais vous dire des noms de joueurs qui viennent de Kentucky et qui ont été des styles de draft. Il y a un certain Tyler Hero, un certain Tyrese Maxey. Voilà, donc il y a De'Aaron Fox. Ouais, c'est vrai. Voilà, donc c'est Booker, ben, c'est un peu plus vieux, mais. Il y en a d'autres, mais voilà, ça c'est des joueurs qui ont été pris hors loterie, ou vraiment fin de loterie ou hors loterie, alors que en début de saison ils étaient attendus top 10, top 5, et juste à cause de Calipari, donc le coach de Kentucky qui fait n'importe quoi. C'est ce qu'on nous dit dans le chat, c'est la faute de Calipari, mais tu peux drafter un mec de Kentucky, c'est valeur sûre, nous dit Luc. Enfin, Octa, pardon, du coup, pour ça. Bon, après, il y a aussi des gars de Kentucky. Oui, bien sûr. Mais moi, en tout cas, il a montré tellement de choses au lycée et j'étais tellement hypé sur lui que je peux pas me dire que cette saison, c'est vraiment ce qu'il vaut. Après, il est monté fin, faudra manger. Faudra manger à la cantine. Mais voilà, c'est un poste 2-3, un peu à la Brandon Ingram. Il a un peu la même tête d'ailleurs. Oh, nice. Il a des points pour jouer et tout. T'as toujours l'impression qu'il est défoncé un peu. T'as toujours l'impression qu'il est tout mou, là, Ah ouais, je vois, ouais, c'est exactement ça, quoi. Ça, c'est le mec, tu les vois en playground, tu es dégoûté parce que tu sais qu'il va te faire l'amour là, à 2 à l'heure. C'est ce genre de mec-là, en fait. C'est exactement ça. Là, moi, je l'ai toujours... tu vois, il est 33ème sur le mock draft. Moi, dans mon big board, il est 13ème. Ouais, bah, tu vois, sur le big board de envergure, il est 13ème. Au consensus, du coup, il est... Pour tout, si on prend les 5 gars qui ont fait le truc, il est 13, il est 7, il est 20, il est 24, il est 25. Donc, t'as quand même, on va dire, un gap qui est loterie à fin de premier tour, en gros. Voire début de second. Donc, c'est assez large. Du coup, pour moi, je trouve que sa place, elle est entre 12 et 20, 12 et 25.
milieu de premier tour, et du coup, bah, automatiquement, pour moi, si tu le prends toute fin de premier tour ou début de deuxième tour, ça peut être un gros très style. Ok. Bah du coup, tu vois, c'était pour enchaîner par rapport. Du coup, je t'ai dit entre guillemets, tu m'as pris la transition, mais en fait, je voulais te citer quelques noms de joueurs que moi j'avais pu observer déjà sur des trucs. Tu vois, même trucs à la con, j'aime bien faire ça. NBA 2K, j'aime bien avant les drafts. Tu sais, tu passes une saison, tu télécharges des classes de draft, tu vois un peu. En règle générale, t'as des mecs qui sont complètement craqués, tu sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Et t'as des gars, du coup, qui après passent complètement à la trappe. Du coup, j'avais quelques noms comme ça, je vais dire un peu le big board. Évidemment, BJ Boston, ça faisait partie de ces noms-là. Treman. Si tu peux résumer en une ou deux phrases, tu vois, ce que ça pourrait donner dans un avenir plus ou moins proche. En une phrase, ouais, rapidement, Treman. C'est le prochain Kemba Walker. Voilà. Il y a deux parties de Kemba Walker. Ouais, c'est ça. Il faut savoir laquelle prendre maintenant. Bah, c'est Treman. Treman, c'est un ailier je pense, qui a le meilleur handle et le meilleur step back de la QV. Il fait des step back, j'ai vu une photo l'autre fois sur Twitter. Il fait une step back, il y a eu un arrêt sur image. Son genou, sa jambe, elle est à l'horizontale, c'est un truc de fou. Je sais pas comment il fait pour rien se casser. Et c'est un chewing-gum. Ah bah ça viendra comme Kemba Walker du coup, si ça suit, tu vois. Et du coup, offensivement, il me fait beaucoup penser à Kemba Walker par le step back et par sa capacité en fait à se créer son shoot. Ok. À se créer lui-même son shoot. Je pense qu'il est un peu plus playmaker que l'était Kemba. Enfin, du moins la création pour les autres. Bien sûr. Il a un peu plus de vision du jeu que ce que n'était Kemba. Ok. Après, voilà, les problèmes, ça va être comme Kemba. Il fait tout juste 1m90. Je suis même pas sûr qu'il fasse 80 kg. Donc c'est très fin et ça défend pas en fait. Aïe. Donc voilà, c'est Kemba. Ok, ouais, c'est un peu ça, ouais. J'ai Chris Duarte que j'avais noté. Ah, Chris Duarte, il était dans mes styles. Ok. Il est dans mes styles et dans mes coups de cœur. Ah. Pourquoi je l'ai pas dit dans les styles? Parce qu'en fait, quand je regarde les dernières mocks, il est pris Lakers. un peu là où je l'attends. Donc du coup, c'est plus trop un style s'il est pris là où il est attendu. C'est juste un bon choix en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Chris Duarte, en fait, je pense que c'est le joueur le plus NBA ready de la QV. C'est le joueur, tu sais ce que t'as. Et, tu sais ce que t'as pas. Pour faire court, je l'ai fait. Treman, c'est Kemba Walker. Chris Duarte, c'est Malcolm Brogdon. Il a déjà 24 ans. Il shoot à 3 points. Il peut jouer avec ballon, sans ballon. Il peut faire des passes. Il peut défendre. Voilà. C'est Malcolm Brogdon. Il n'y a pas un plafond de fou. Mais c'est propre. Day one, il fera ce que tu lui demandes de faire. Il est très intelligent. Et voilà. Pas un potentiel de fou, mais au moins tu sais ce que tu as. Ok. Ensuite, j'ai Nashon Island. Je sais pas si je l'ai bien prononcé, mais j'avais ce gars-là. Ouais, Nashon Island. Le mec qui a le meilleur surnom de la Terre. Ah, je le connais pas du coup. Il appelle Bones Island. Bones comme les os. Ok. Donc, parce qu'en fait, il est ultra fin. Ah putain. Lui aussi, il est ultra fin. Par contre, sacré potentiel. J'aime bien aussi. Je pense, à mon avis, il sera au début de deuxième tour. Ok. Mais je serais pas choqué qu'une équipe se tourne vers lui en fin de premier tour. D'accord. Il a montré des très belles choses au shoot et c'est un mec qui il a été connu avec une vidéo sur YouTube qui est devenue assez virale. De toute façon, vous tapez Bon Island sur YouTube, vous allez voir, c'est un contre un typique américain sur le playground et le mec il prend des shoots tellement improbables et il les met. Enfin, c'est voilà. Et du coup, c'est un excellent scoreur qui peut défendre, il a montré des belles choses à la passe, même si ça reste des flashs. Mais ouais, c'est un profil assez intéressant. Ouais. Le seul problème de ce genre de profil, c'est que c'est des joueurs en fait qui sont capables de mettre des shoots très difficiles. Et vu qu'ils savent qu'ils sont capables de les mettre, du coup, ils vont tenter des choses très difficiles. Voilà, c'est exactement ça. Ouais, et des fois, c'est le genre de joueur où j'aime bien appeler Marcus Smart comme ça. C'est le genre de joueur non, oui. Ouais, ok. C'est le joueur où quand il shoot, tu fais non. Et après, ça rentre. Ok, d'accord. Je vois le truc. Ok, ça va. C'est un bon résumé. Ensuite, alors lui, c'était un peu chouchou. J'ai découvert ça un peu. J'ai un peu fouillé. Je l'ai vu sur Touquet. J'ai dit, mais il est bizarre ce gars et tout. Je suis allé fouiller tout. Il était un peu plus loin dans les mocks. Je crois que c'était à 2 ans. Il est vraiment très descendu. C'était Ibu Djankobadji. Lui, il est intriguant, je trouve, ce garçon. Donc, je voulais juste savoir ce que t'en as pensé en une ou deux phrases, tu vois.
Bah, lui, en fait, j'ai pas trop suivi parce que j'ai pas énormément suivi les prospects en Europe. Ouais. Il me semble qu'il joue à Barcelone. Même au début de la saison, il joue même dans la réserve de Barcelone. Ok. Mais en fait, lui, pour moi, je n'ai pas trop suivi où est-ce qu'il serait sélectionné. Moi, 40, dans les 40e, pour l'instant, il est mis 43 et ça peut... Attends, je me suis trompé, il est où? Tac. 43, mais ça peut descendre à la 50e, voire encore plus bas. Ça, entre guillemets, c'est milieu de second tour, fin de second tour. bah, justement, ce que j'allais dire, moi, je le prends pas avant le milieu de second tour parce qu'en fait, là, tu prends un physique et tu essayes d'en faire un basketteur. Ouais, c'est un freak, ouais. C'est un freak. Il me semble qu'il a commencé le basket assez tard. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il a commencé assez tard. C'est pas impossible. Mais par contre, il fait... du coup, j'ai les mensurations. Il fait 2,16, 2m34 d'envergure, 105 kg. Voilà. Donc c'est un morceau. C'est un morceau. Et il me semble qu'il a encore 18 ans. Donc, il est 18,7. Donc ouais, là tu prends un physique et t'essayes d'en faire un joueur de basket. Ok. Donc si ça marche, bah t'as tout gagné. Si ça marche pas, bah ouais, pas grave. Taco Fall, quoi. Oh putain, ouais. T'aurais une mascotte. Du coup, c'est bravo, on aurait pu faire. Merci. C'est un peu ça. Ok. C'est pour ça que moi je prends pas avant milieu, fin de second tour parce que voilà, second tour. De toute façon, au second tour, faut faire des paris sur toi. Ouais, j'imagine, ouais. À plus 40, tu fais des paris, donc soit tu prends un joueur NBA ready qui n'aura pas un gros plafond mais qui t'apporte, tu sais ce qu'il t'apporte, ouais. soit tu prends un potentiel et tu fais un pari et Boubadji fait partie de ces paris. Ouais. Ok. Du coup, c'était mentionné dans le chat, on en a parlé un peu hier, il est souvent revenu dans la commu Orlando. Luka Garza, si je dis pas de conneries, a fini meilleur marqueur de NCAA cette année, si je dis pas de conneries, en moyenne de points. Et lui, il est souvent fin de second tour, voire pas du tout dans les mocks. Quid? Ouais, alors en fait c'est assez particulier parce que je me demande si c'est pas le meilleur joueur NCAA qui pourrait finir non drafté. Ever? En fait, tu veux dire? En fait, c'est qu'il a pas du tout il a vraiment un jeu à l'ancienne, il a pas du tout un jeu moderne. C'est ça, et le seul truc qu'il y a de moderne chez lui, c'est qu'il pick and pop et il peut shooter à 3 points. Et forcément, pour un intérieur, c'est intéressant. Mais en fait, physiquement, il est costaud. Il est très lourd. Je crois même qu'il fait 120 kg ou un truc comme ça. Ah oui, beau bébé, quoi. Bon bébé. Plus de 2m10, 120 kg. Mais, 2m11, 111 kg. De ce que j'ai là pour l'instant. Bon, il a plus de 22 ans, c'est peut-être ça aussi. L'âge, on sait que au plus tu vieillis, au plus tu descends. Il a l'âge et puis il est un peu comme Jokic, et un peu grasseux. Ouais, il est un peu chubby, ouais, je vois ça. C'est ouais. ça, c'est 110 kg, mais c'est pas ouais. Ponce, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, il pense, non? Donc, ok. voilà, et le problème, c'est qu'il est pas très bon en défense. Il a pas de mobilité. Donc, non seulement il est pas bon en protection du cercle, donc il pourra pas défendre des postes 5. Ok. Mais le problème, c'est qu'il pourra pas non plus défendre sur des switches parce qu'il a pas de mobilité. Il est pas du tout vertical, il saute. Je pense que même ma grand-mère elle saute plus haut que lui. Voilà, et du coup, défensivement, il va devenir très très négatif en fait. Ok. Je réfléchis. Ouais. Enes Kanter. Enes Kanter. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Enes Kanter, ouais. Sauf qu'il n'a pas la qualité de rebond d'Enes Kanter. Ah ouais, bon, effectivement, c'est très compliqué, ouais, effectivement. Ouais. Si tu enlèves la seule qualité d'Enes Kanter, ouais. Défensivement, ouais. C'est vrai qu'il a le shoot, mais bon. Ok. Pardon, oui, vas-y. Il me fait penser un peu à Kaminski, mais plus du coup sur le poste 5, mais offensivement, il me fait un peu, dans le profil, il me fait un peu penser à Kaminski dans le sens, le mec qui fait des choses en NCAA, mais qui n'arrivera pas forcément à les transcrire en NBA. Et défensivement, il va être trop négatif en fait pour que tu puisses le laisser sur le terrain. Ok, donc si malheureusement, vu son spot, il tombe dans une équipe haut de tableau, il jouera pas quoi. Enfin, il jouera en saison, mais tu sais qu'en playoff, s'il joue, malheureusement, il va se faire cibler à chaque fois, donc c'est injouable quoi. Pour moi, tu l'envoies en G-League quoi. En fait, le problème, c'est que pour moi, dans la NBA actuelle, les postes où tu as le droit de pas être bon en défense, c'est meneur ou à la limite ailier si t'es un bon rim protecteur. Ouais. Mais pour moi, si t'es pivot et que t'es pas bon en défense, c'est trop pénalisant quoi. Emmerdant, quoi. Ouais. Si encore tu es bon au second rideau ou dans l'aide, ce genre de conneries, ça peut passer, mais si t'es même pas dans ça, c'est compliqué quoi. Bon, c'est un mec qui va à l'endrop qui va casser des culs parce qu'on sait comment ça finit, ce genre de gars aussi des fois. Par contre,
ouais, en Europe, il y a moyen qu'il fasse du sale. Ah ouais, putain, ouais, j'ai vu ce que j'ai lu, ce que tu me dis, ouais, effectivement. Je crois que j'ai fait le tour. Ah oui, j'avais noté un gars, attends, il est tout en bas, il est 97ème chez Envergure, je pense qu'il doit pas être très haut chez les autres non plus. Si je dis pas de conneries, je crois que c'est le frère ou le cousin de Ton Maker, c'est Macour Maker. Quid. Alors lui, parce que lui, alors j'annonce, si vous jouez à NBA 2K, que vous faites des carrières d'équipe, etc., ce mec-là, c'est le style. Prenez-le dans toutes les... Il devient fantastique, il devient. C'est incroyable. Du coup, alors je vais pas plus penser que ça. Peut-être que vraiment il est nul et que du coup, c'est juste que t'es comme ce genre de gars qui, du coup, il commence, il a 62 gènes et après, en fait, il a un potentiel de 97 et soit ça passe pas. Incroyable. Merci Zerizawa Mugen pour le Prime. Merci Poulet, ça fait plaisir. Quid alors du coup de ce gars-là, un peu. Bah, en fait, alors je vais pas mentir, c'est pas le prospect que j'ai lu. Ah ouais, j'imagine. Oui. En fait, j'ai regardé au tout début de saison parce que justement son profil physique était intriguant et parce qu'il s'appelait Maker, ouais, voilà. Voilà. Que pour ça en fait. Et au final, j'ai vu un ou deux matchs, puis après je suis passé à autre chose parce que déjà il jouait pas beaucoup. De toute façon, il me semble qu'il a joué 2 matchs. Il a joué 2 matchs, 20,6 ans, 2m11, 218 cm. Et merci Luc pour l'abonnement, merci beaucoup, ça me fait plaisir, merci pour le Prime. 2m18 d'envergure, 106 kg. En fait, on a une espèce de beau bébé aussi, évidemment. 2 matchs joués, 2 matchs startés, 24 minutes, 50% au tir, 0% à 3 points, 90% au lancer. Bon, c'est sur 2 matchs. SO, je sais pas si c'est le plus-minus, il est en négatif. Vous en faites ce que vous voulez. Ah oui, d'accord, ok. Bon, là, en 2 matchs, on va vite classer le gars, j'ai vite compris. 11,5 points, 4,5 turnover, il est pivot, voilà. 1 contre, 2 passes, 6 rebonds. Ok, c'est bon, j'ai compris pourquoi il était là. Merci beaucoup, c'est tout pour moi, c'est bon, j'ai compris. Ouais, c'est ça le problème, c'est qu'on n'a rien vu de lui et moi après c'est un peu comme Ibou Badji quoi, tu draftes un physique et t'essayes d'en faire un joueur de basket. C'est ça. Je pense que Ibou Badji, déjà il a plus joué, je pense qu'il est repéré depuis un petit moment, donc comme tu dis, il va peut-être partir. De toute façon, si j'ai le choix entre les deux, oui, je pars plus sur... Ouais, je pense que tout le monde fera ça, ouais. Déjà joue à Barcelone. Donc, et il y a quelque chose qu'on oublie souvent quand on compare la NCAA à l'Europe, c'est que les stats, tu peux pas comparer les stats parce que les stats en Europe, c'est des stats de joueurs pro. Oui, bien sûr. En NCAA, tu joues contre des gamins bien sûr. Qui vont faire un match après leur cours de psycho. Ouais, donc, c'est exactement ça. Tu peux pas comparer avec Ibou Badji qui a joué au Barça, qui a joué l'Euroleague, qui s'entraîne. Qui se fait casser la gueule par des mecs de plus de 30 balais à l'entraînement. C'est faut en parler, tu vois, c'est sûr. Désolé Captain Black, ouais, t'arrives un peu à la bourre, on est sur la fin, désolé mec, mais il y aura le replay de dispo, n'hésitez pas, je le posterai après, vous inquiétez pas. Je crois que j'ai fait le tour, on va arriver sur la fin de ce live tranquillement. Donc là, je vais t'envoyer des fireballs, des firebullets, genre question, tu réponds oui, non, à peu près. Coup de cœur ultime pour toi de cette draft. Miles McBride. Ok. Ah, bah putain, oui. Alors attends, je dérive en 2-2 parce que hier, j'ai vu qu'il était dans les mocks, il pourrait partir à Orlando en 33 ou genre de conneries, je sais plus en 8 ou en 33, je me suis mélangé. Ouais, c'est vraiment si bon que ça parce que franchement de ce que j'ai lu hier, j'ai dit oh, putain, il est bon lui, personne dans le chat a su me répondre un peu sur ce gars-là. Donc du coup, ouais, ça fait plaisir que tu en parles, je l'ai oublié complet. Moi, je suis amoureux de ce mec-là. En fait, il me fait beaucoup penser à Marcus Smart et on sait que Marcus Smart est très aimé de l'Athletics. Ouais. Oh, il a annoncé 33 chez nous. Oui. En fait, c'est un bulldog défensif. C'est un genre comme Smart, comme Pat Beverley. C'est genre le mec qui peut te faire payer. Le mec, il peut gagner, mener de 20 points. Ok. Il va te prendre en street tout terrain. Il est fou. C'est un malade. Enfin, moi, j'adore ce genre de profil. Et quand en plus tu vois qu'il peut mettre des shoots à 3 points, que ce soit en catch and shoot ou lui-même se créer un petit shoot mid-range et tout ça. Moi j'adore. Le seul problème avec lui, c'est sa taille. Il fait 1m88 et du coup 1m88 c'est un peu léger. Et pour moi, si tu lui rajoutes 5 cm, c'est un autre épique. Waouh, incroyable, putain, c'est fou ça. Ouais. Pour moi, c'est vraiment sa taille. Et encore, moi je l'ai augmenté parce qu'en fait, au tout début, j'étais trop haut sur lui. Et du coup, en scoutant, je regardais les matchs et je me disais putain, il fait trop de trucs bien. Et c'est vrai que de temps en temps, face à des joueurs plus grands, s'il se fait switch et qu'il se fait post-up, au post-bas, il peut souffrir un peu et tout de sa taille. Et je me disais, bon, il a commencé à descendre, il est sorti de mon top 30. Et là, au draft combine, il y a une mesure qui est sortie et je me suis dit, ouais, ok, c'est bon.
C'est lui. C'est son envergure que j'avais pas. Et alors j'avais noté, mais évidemment je l'ai oublié. Je vais voir si je l'ai pas. Il a une envergure de 6.875. Ok, d'accord, c'est n'importe quoi, c'est... C'est plus de 2 mètres. Ok, il fait 1,88 avec une envergure de 2 mètres. Oh putain, mais c'est n'importe quoi. Donc, 88 kilos au passage, donc bien tassé, bien solide. C'est un beau bébé, ouais, il est costaud. Oh, et du coup, quand j'ai vu son envergure, qu'elle a été, la mesure de son envergure, je me suis dit, ah ouais, et direct il est re-rentré dans mon top. C'est toi. Non, c'est mort, je suis trop chaud sur lui. Ok. Donc ouais, mon coup de cœur c'est Miles McBride. Ok. Bon, du coup, on va essayer de faire en un mot, machin. Le meilleur français. Wow. Ouais, je pense Ayayi quand même. Ok. Un potentiel bust. Bon, j'en ai un paquet. Oh là là. Zaire Williams. Ok. Annoncé top 15. Ouais, c'est ça, top 10, top 15. Ok, pas mal. Est-ce que j'ai autre chose à te demander? Alors, on va prendre des questions dans le chat. Qu'est-ce que tu penses de la tendance des joueurs, des jeunes joueurs à aller en G-League? Ouais, j'ai pas Osef. d'avis là-dessus, en vrai. Ok, bon. Non, Mais tu peux, y a pas de problème. ouais, pour moi, c'est une bonne chose qu'ils essayent de concurrencer la NCAA, parce qu'on sait que la NCAA, ils essayent de faire leur truc un peu à leur sauce. Et ça a ses avantages et ses inconvénients. Ça paye pas les factures, quoi. Pour moi, est-ce que c'est positif ou négatif? C'est cette draft et le futur qui le dira, en fait. Ok. C'est voir les Kuminga, Jalen Green, où est-ce qu'ils se situent par rapport à des joueurs qui ont fait un cursus complet en NCAA. Ok. Et c'est ça qui dira si c'est bien ou pas. Ok. On nous demande aussi qu'est-ce que tu penses de Trey Murphy. J'adore aussi. Il y a beaucoup de joueurs que j'adore, mais bon, en fait, là où je suis très content en fait sur Trey Murphy, c'est que c'est un. D'ailleurs, il fait partie de mes coups de cœur. J'ai 4 coups de cœur, c'est McBride, Franz Wagner, Trey Murphy et Chris Duarte. Ok. Et en fait, Trey Murphy, là où je suis très content, je suis, on va dire, fier entre guillemets, c'est que si vous regardez si vous faites le tour de mon profil Twitter, vous allez voir que j'ai fait un thread sur lui. Je vais vous mettre le lien. Qui date du mois de mars en fait. Et Trey Murphy, il a sa cote qui a augmenté depuis 2 semaines. Et avant ça, personne n'en parlait. Tout le monde le voyait genre second tour, voire même fin de second tour, parfois même non drafté. Et je me souviens en avoir parlé avec Alan Guillou, qui est un mec d'envergure. Le gars d'envergure, ouais. Et j'en parlais avec lui et il me disait je t'avoue que pour l'instant il n'est pas dans nos priorités, je l'ai même pas dans mon top 40, top 50 de mon big board et tout, enfin voilà. Et moi je sais pas pourquoi j'étais trop chaud sur lui, et en fait c'est un 3&D, il a tout ce qu'il faut pour être le prochain Robert Covington. C'est beau. C'est un poste 2-3 qui doit faire pas loin de... Il doit faire 2m5, 2m6 je pense, un truc comme ça. J'ai mon big board ouvert dessus. Trey Murphy, il fait 2m6, il a 21 ans et voilà, il shoot, ça fait 3 ans qu'il shoot à 3 points comme un fou, et il défend super bien en 1 contre 1. En défense d'équipe, parfois il est un peu... il manque un peu de concentration, mais voilà, c'est juste ça, quoi. Faut juste lui demander de se focaliser un peu plus, et ouais, c'est un super bon 3&D, je pense qu'à partir du pick 25, je le prends, quoi. En fait, il a tous les skills recherchés par un poste 2-3 dans la NBA actuelle pour un role player. Putain, propre du coup. Dernier du coup que je vais prendre, on parle de Ayo Dosunmu, je sais pas si je l'ai bien prononcé. Ouais, meneur de Illinois. Lui, c'est assez bizarre en fait, parce que c'est un profil il défend super bien. Et en fait, au niveau du shoot, si tu regardes les stats, il a des bonnes shoots. Il a des bonnes stats au shoot. Ok. Mais le problème, c'est que c'est assez irrégulier. En fait, il va te faire un match où il va être à 20%, puis le match d'après, il va te faire 60%. Et du coup, forcément, tu mets les deux ensemble, tu te dis, bon, 40%. C'est assez irrégulier. Par contre, lui, ce que j'aime bien chez lui, c'est ce que les Américains appellent les intangibles. C'est en fait tout ce qui va être en dehors du terrain, en fait tout ce qui est non basket.
Ouais. C'est un super leader. Quand Ouais. tu regardes les temps morts de Illinois, c'est le mec. Ouais, il parle dans les huddles. Ouais. C'est ça, il les prend un par un et dit écoute, tu vas faire ça. Enfin, c'est vraiment un truc de fou. C'est un super leader et tu le vois aussi en fin de match. Même si c'est pas un bon shooter, en fin de match, il n'hésitera pas à prendre les shoots, à prendre ses responsabilités et tout. Donc, et d'ailleurs, c'est assez particulier, c'est que c'est pas un shooter très fiable. Ok. Par contre, en fin de match, il va prendre les shoots et souvent il les met. Enfin, il est très clutch. Ok, ça marche. Bon bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup d'être passé. Les amis, il y a le lien du Twitter de Cronier Titouan dans le chat. Sinon, vous directement sur Twitter, je vous le passe, il n'y a pas de problème. Abonnez-vous en masse, restons connectés, bientôt la draft. Merci à tous ceux qui sont abonnés. Merci à toi d'être passé, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation, ça m'a fait très très plaisir. Et je pense que tu as éclairé beaucoup de zones d'ombre de beaucoup de personnes, y compris moi du coup. Merci beaucoup pour l'invitation. Ouais, bah, parce que, en principe, quand on parle de trucs comme ça, j'ai tendance un peu à m'éterniser. Tu as raison, mais non, au contraire. J'espère que j'ai pas trop parlé. Non, t'inquiète. Moi, je prends. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, je suis dispo sur Twitter. Il n'y a pas de souci. Et dispo pour un prochain live en Spaces. Ouais, bah on est là, hein, de toute façon, on bouge pas. Bah merci à tous, allez vous abonner. Merci à tous ceux qui sont abonnés. Le Prime, ça m'a fait très plaisir. Vous avez tous les liens dans la description. Bientôt, ça devra arriver sur YouTube incessamment sous peu. Donc restons connectés, les amis. Et puis, bah, je vous dis merci. Bonne soirée, portez-vous bien. Bon, merci beaucoup. Ça m'a fait très plaisir. Donc, bah, je te dis à une prochaine fois avec grand plaisir. Ouais, ça marche. Merci beaucoup. Ciao, ciao l'équipe. Merci. I know why they hating on me, so I switch spots. Never running out of fuel, so fuck a pit stop. I've been ballin' since a youngin', so I take shots.